Cette session va être présentée par deux orateurs. Le premier est M. Lorenzo Benussi, à ma droite, membre de la table pour l'innovation à la présidence du Conseil italienne. Et la deuxième introduction de Kumardev Chatterjee, président du Forum européen des jeunes innovateurs. Alors, comme à l'accoutumée, après les présentations de nos deux orateurs invités, nous ouvrirons le débat. Et comme nous l'avons fait lors de la première session, nous donnerons la parole à ceux qui souhaitent le faire. Selon le nombre des personnes, vous aurez plus ou moins de temps. Donc je vous invite, si vous avez l'intention d'intervenir, à présenter les formulaires d'inscription qui se trouvent dans votre dossier et à le faire relativement vite. Alors, je voudrais faire quelques observations préliminaires. La première donnée qui peut nous être utile dans notre discussion, c'est que les estimations de la Commission européenne nous montrent que la mise en œuvre du programme numérique assurait une augmentation du PIB européen de 5%. Il faut inclure également dans ces avantages les retombées positives sur la vie des citoyens en termes d'économie de temps et de moindres dépenses pour la possibilité d'effectuer, grâce à la possibilité d'effectuer toute une série d'opérations économiques, commerciales et administratives à travers la toile. Même chose pour ce qui est de la simplification avec les rapports des administrations publiques. Malgré cela, et malgré l'intention déclarée par les institutions européennes de numériser notre continent à travers le lancement en 2010 du programme numérique, il reste encore beaucoup à faire en ce qui concerne la réalisation des infrastructures qui seraient nécessaires pour arriver à ce résultat. Il y a donc un programme d'action numérique, mais il n'y a pas encore de politique européenne sur un véritable marché numérique européen. Dans les prévisions de la Commission européenne, il est dit qu'il faudrait des investissements de l'ordre de 60 milliards d'euros pour garantir à tous les usagers l'accès au réseau de nouvelle génération. Il faudrait même 270 milliards d'euros pour parvenir à assurer à 50% des familles européennes une connexion bande large au-dessus de 100 mégabytes. Alors, évidemment, tous les États membres ne sont peut-être pas à même d'investir autant que cela. Il faut donc exiger quelles sont les marges, et nous en avons parlé lors de la première session, pour que les institutions européennes puissent avoir dans ce domaine une intervention plus résolue. Même si l'on considère le plan d'investissement de 300 milliards d'euros dont a parlé le président de la Commission européenne, M. Juncker, lors de son discours d'investiture. Mais pour l'instant, il n'a pas fourni d'informations plus précises. Cependant, la Commission européenne affirme que la réalisation des infrastructures digitales numériques garantirait la création de 1,2 million d'emplois. Par conséquent, dans ce domaine-là aussi, il y a un énorme écart entre les ambitions de l'Union européenne, qui voit dans la numérisation et dans le numérique l'un des projets qui pourra concourir à soutenir la modernisation et la compétitivité des systèmes économiques et productifs européens, et l'absence de ressources financières adéquates pour soutenir la réalisation de ce projet. Et donc, nous proposons ici, disons qu'on en revient au thème déjà évoqué, celui de trouver des solutions innovantes pour activer des options de rechange du point de vue du financement, car les marges des finances publiques sont objectivement extrêmement limitées. Donc, si notre conférence, si notre session ici pouvait apporter une contribution,
eh bien, ce serait également sous forme d'un échange d'opinions sur ces aspects sur la base des expériences de nos pays respectifs. Sachant, bien sûr, que la situation au sein des pays n'est pas la même partout. Nous avons des pays qui sont beaucoup plus avancés du point de vue des infrastructures et d'autres qui sont plutôt en retard. Je voudrais vous soumettre enfin le fait que nous avons institué à la présidence de la Chambre une commission d'études chargée d'élaborer des principes et des lignes directrices pour l'utilisation de la toile. Et il ne fait aucun doute que la rapide diffusion d'Internet et son usage de plus en plus diffus rend indispensable une bonne connaissance de ce domaine pour prévenir les fraudes et surtout pour ne pas léser la sphère personnelle, la vie privée des usagers, en assurant également une bonne protection des droits pour tous. Je laisse la parole à notre premier orateur, le docteur Benoussi, et ensuite au docteur Chatterjee, et je vous donne à chacun 15 minutes. Prego, dottor Benoussi. Grazie. Innanzitutto vorrei... Merci. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cet événement. C'est un honneur pour moi d'être ici et j'espère pouvoir apporter ma contribution. J'ai décidé, après une longue réflexion, de parler italien. Je pense que ce sera plus pratique pour tous ceux qui ont déjà mis leurs écouteurs. Je vais donc essayer d'analyser l'économie fondée sur les données numériques, l'importance donc des données numériques aujourd'hui dans nos économies et la manière dont elles peuvent être un facteur de croissance et aussi un facteur d'aide à l'emploi. vari concetti e un po' di suggerimenti. Je vais vous proposer plusieurs concepts et faire quelques suggestions sans entrer beaucoup dans les détails sur chaque point et je voudrais laisser suffisamment d'espace au débat. Je pense tout d'abord qu'il est nécessaire de partir d'une question. Je pense que vous tous, que ce soit dans les journaux ou dans les journaux télévisés, vous avez entendu parler de données, du scandale de la NSA et de ce qui en découle. Parce que, objectivement, aujourd'hui, les données sont les choses les plus importantes dans la politique de la Commission européenne et dans les politiques nationales. Parce que nous vivons dans un monde de données. Bon, ça, c'est une image d'il y a quelques années qui représente la réalité que nous avons, qui n'est plus seulement une réalité physique, mais également une réalité numérique. Objectivement, aujourd'hui, le physique navigue par le biais du numérique. Ce qui n'existe pas dans le numérique n'existe pas dans le monde physique. Pensons à une expérience touristique de n'importe quel type. Un restaurant aujourd'hui, si on ne trouve pas sa référence sur TripAdvisor, par exemple, on n'y ira pas. Donc, il y a le monde numérique, véritablement la porte qui nous permet d'accéder au monde physique avec des interfaces successives. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a 3 visages en haut. La photo de 2009, il y avait un téléphone portable, des lunettes. Bon, maintenant, il y a Google Glass qui est très répandu. Et puis, on a un avenir où nous aurons probablement des lentilles, des verres de contact qui nous donneront les informations, comme c'est le cas actuellement pour les soldats américains en Syrie. Nous sommes les plus grands producteurs et les plus grands utilisateurs de données, nous-mêmes. Nous sommes producteur et un grand utilisateur de données. Et ici, c'est une image de 2006 lorsque Google a racheté YouTube et ça représente un peu la galaxie de l'information que chacun d'entre nous crée. Ils utilisent les données pour construire des cartes du monde numérique. Comme nous l'avons vu, nous avons une fusion entre les deux mondes, mais nous avons un monde numérique qui se développe énormément. Et construire la carte de ce monde numérique signifie créer de la valeur. Comme je le disais auparavant, si nous ne trouvons pas quelque chose en ligne, cela n'existe pas. Donc, la cartographie numérique devient quelque chose qui a une très grande valeur. C'est très simple parce que les données sont des informations et elles deviennent potentiellement de la connaissance. Cela peut sembler une affirmation assez
générique, mais cela a également des implications concrètes fortes. Et je voudrais rappeler Alibaba, qui est un site de e-commerce, de commerce électronique chinois. Et donc, il y a la fusion entre le réel et le physique. Tipi di dati, punto di dati, e vorrei... Il y a différents types de données et je voudrais passer en revue ces données. Nous avons les big data, les données qui ont un volume énorme. Au cours des dernières années, nous produisons plus de données que l'être humain n'en a jamais produit lors de son existence. Ce sont les données que vous utilisez sur votre profil Facebook, les données des assurances, les données de géolocalisation de vos smartphones. Ce sont différentes bases de données et ce sont des données en temps réel. C'est un autre grand défi technologique. Nous en parlerons à la fin. Donc, nous devons certainement tenir compte de ce terme et de ses particularités, ce terme Big Data. Ensuite, il y a les données personnelles. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont acheté récemment l'iPhone 6, mais il y a une application qui vous permet de mesurer le nombre de vos pas. Vous pouvez insérer dans l'application vos données médicales et ce système, cette application calcule les calories que vous brûlez par jour. Et donc, il y a une énorme production de données personnelles sur ce que nous mangeons, sur ce que nous faisons et sur notre état de santé. Ensuite, il y a les données des médias sociaux. Ça, c'est une belle image de tous les médias sociaux. Mais sur Facebook, par exemple, nous avons des données directes et indirectes. Nous avons les contenus que nous publions, les j'aime qui indiquent nos goûts. Et nous publions là une partie considérable de nous-mêmes et de notre capital de relations. Ensuite, il y a les données des objets et des villes. J'ai choisi cette image parce qu'elle est très évocatrice de la ville numérique et de l'Internet des choses. C'est également un thème important. Les objets produisent également des données. Excusez-moi, j'ai quelques problèmes avec l'ordinateur. Et puis, il y a les open data, les données ouvertes, libres, qui sont gratuites, qui sont librement utilisables et qui sont, disons, la réponse publique à cette marée, à ce flux constant de données. Ensuite, il y a les données reliées entre elles, les réseaux de données qui sont une réponse à la quantité croissante de données disponibles. Ça, c'est le lien des données. Et au centre, il y a DBpedia, donc Wikipédia. C'est un domaine qui reflète les données de manière plus organisée, qui rend l'interprétation des données automatique pour les machines. C'est un autre aspect fondamental. Nous, dans ce monde numérique, il y a des machines et nous devons créer des machines capables de gérer et d'analyser toutes ces données et qui peuvent établir des liens sémantiques qui, normalement, seraient impossibles à faire. Alors, j'ai parlé des données. Nous-mêmes sommes des données, mais pourquoi sont-elles aussi importantes? Là, je voudrais vous parler de deux rapports de McKinsey sur les big data de 2011 et de 2013. Tout d'abord les big data et ensuite les open data. Je ne pense pas que ce soit particulièrement fiable. Ce n'est pas quelque chose qui a une valeur absolue. Mais il y a donc 3 milliards de dollars. C'est ce que ça peut générer comme valeur annuelle. Si vous allez voir sur Google ce que ça représente, c'est énorme. Et puis, il y a ici une donnée sur l'emploi. Donc, 140, 150, 190 000 talents analytiques. On parle ici de nouvelles technologies, de nouvelles analyses des données. Et on dit que les analystes sont la profession de l'avenir. Ensuite, il y a les Data Saving Managers.
on voit l'impact transversal des données sur le marché du travail. Il y a les scientifiques, donc en haut du tableau, juste à la secrétaire, qui change sa manière de travailler parce qu'elle est conditionnée par l'utilisation des données. Les données ont créé un nouveau marché parce que les données deviennent un service. Tout ce que vous voyez, ce sont des applications, des apps. Ce sont des applications plus ou moins stupides, dirais-je, des dispositifs, des devices qui n'ont pas une énorme capacité, mais grâce à Internet, on a accès à une quantité énorme de données qui sont un service. Nous avons aujourd'hui des logiciels simples, nous avons des devices plus ou moins simples, pas toujours avec une grande capacité de mémoire, mais qui peuvent s'enrichir grâce à l'accès à Internet. Notre téléphone portable nous permet d'avoir des données, par exemple sur la ville de Rome, sur le tourisme et l'économie. C'est un marché en expansion au niveau de recettes créées, au niveau de l'utilisation et également des applications. Il est intéressant de noter que le taux d'expansion, à la fois, on le trouve dans les pays asiatiques, mais le taux de rentabilité le plus élevé, on l'a aux États-Unis. Et malheureusement, quand on parle de données, l'Europe est toujours un peu au milieu. Elle n'est pas la plus rentable et elle n'est pas le continent qui utilise le plus de données. Et je pense que c'est un peu le problème, le fait de trouver une identité entre ces deux forces qui se développent très rapidement. L'aspect important que je voudrais souligner, c'est ceci. L'utilisation des données numériques permet de nouveaux modèles d'innovation. Des nouveaux modèles d'innovation que nous pouvons appeler démocratiques. Pourquoi? Parce que, objectivement, maintenant, il y a de nombreux cas. Moi, quand j'ai commencé à travailler dans ce secteur, au début des années 2000, on disait, mais peut-être qu'à l'avenir, un jeune garçon dans sa chambre ou dans un garage pourra créer une grande entreprise simplement avec un ordinateur parce que le numérique n'a pas de coût fixe. Il est possible de créer une industrie à partir d'un ordinateur. Eh bien, on a les cas de Google, de nombreux autres cas en Europe. Démocratiser l'innovation. Je pense que les technologies numériques peuvent révolutionner l'économie de manière transversale, comme je le disais auparavant, parce qu'on passe de la cathédrale au bazar. Ça, c'est un concept des années 90 dans le monde des ordinateurs. Innovant très différent. Si nous continuons à raisonner en termes de cathédrale, et vous avez ici une usine Fiat, bon, moi je viens de Turin, c'est Fiat, et on a un marché flottant asiatique à droite qui représente très bien la fluidité de nos marchés. Nous vivons de plus en plus dans un bazar et donc on ne peut plus avoir des politiques fondées sur les cathédrales parce que les données non seulement changent les marchés, mais changent également les villes. J'ai eu la chance de connaître en partie la plateforme Ville intelligente de la ville de Shanghai. Et c'est intéressant de voir à quel point les algorithmes définissent le développement urbain avec rapidité et efficacité, qui sont des paradigmes du développement chinois. Et cela a des conséquences importantes, mais il est intéressant de voir que les données non seulement reflètent la réalité, mais l'influencent. Les données changent la politique. Cet homme a été le premier à utiliser de manière systématique et efficace les potentialités liées aux technologies numériques, avec un juste mélange entre le réel et le virtuel. Justement, comme nous le disions auparavant, les deux données, maintenant, les deux se rejoignent. Les citoyens reçoivent des messages aussi bien par voie numérique, via email, que via des supports matériels. Et ici, bon, excusez-moi, mais l'ordinateur, de temps à autre, est trop rapide. Alors, ici, on a ce qui a caractérisé l'administration Obama dès le début, c'est le Open Government. Je pense que vous en avez entendu parler. Ça se fonde sur la transparence. La transparence, fondamentalement, veut dire la valorisation du patrimoine d'information. Cela signifie rendre des comptes et mesurer en temps réel
l'efficacité des politiques. Cela signifie collaboration aussi, collaboration au sein de l'administration. Donc, on n'a plus une fragmentation de l'information. On établit des liens entre les différentes informations. Par exemple, dans ce pays, dans notre pays, je pense qu'il faudrait avoir un outil qui analyse l'évolution de la personne de la formation à la vie professionnelle et donc l'échange d'informations entre ministère de l'instruction et de l'éducation nationale et ministère du travail. Et le citoyen est le premier inventeur. La nouveauté n'est pas nécessairement à l'intérieur des administrations. Donc, nous devons donner aux citoyens des instruments, et les données sont des instruments, pour que les citoyens puissent innover, parce que c'est eux qui savent quels sont leurs principaux besoins. Alors, ce que je veux dire, c'est ceci. Nous avons une grande quantité de données, mais comment pouvons-nous améliorer le processus de prise de décision? Parce qu'il n'est pas sûr que la quantité de données améliore la prise de décision. Et je voudrais citer un économiste italien, Luigi Einaudi, et il dit il faut connaître pour décider. Et le message est que c'est un processus itératif. Il n'y a pas de fonction d'optimisation finale qui me permet de comprendre quelle est la meilleure planification urbaine pour l'avenir de Rome, de Paris ou d'Oslo. Nous avons une situation qui est la suivante. D'une part, nous avons les données, nous appliquons ces données à des modèles. Ces modèles nous apportent à prendre des décisions. Et là, certainement, nous nous trompons. Mais si nous pouvons répéter le processus, si nous pouvons améliorer les modèles et donc nous pourrons effectivement créer une boucle, un signe d'infini en quelque sorte, pour améliorer les décisions. Et donc, nous ne nous arrêtons pas à un algorithme, à un produit, à un logiciel, à une analyse. Ça doit être un processus continu qui, à la fin du processus, affine les données que nous avions au départ. Et ici, c'est encore plus clair dans le données des open data. Là, l'élément central n'est plus le modèle, mais le partage. Donc, le grand avantage que nous permet le système ouvert, c'est de partager les décisions, partager les informations avec les citoyens dans un parcours d'information, de discussion, d'apprentissage et de participation. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tous ceux qui veulent un tableau de bord veulent le tableau de bord de l'État. Et si on ne le trouve pas là, on le trouvera ailleurs. Et les données nous seront fournies par quelqu'un d'autre, un journaliste ou une association. Mais cela risque d'être dangereux si ce n'est pas réglementé de manière sensée. L'unique possibilité pour surmonter cette impasse est celle de souligner l'aspect de partage. Nous avons une grande capacité d'analyse, mais elle doit être partagée parce que c'est la seule manière pour lutter contre la croissance, ou plutôt la complexité croissante des systèmes. Alors, comment promouvoir une économie numérique saine? Et je vais en arriver à la fin. Ceci, c'est un élément de la communication 442 de 2014 de la Commission européenne. Ce sont des choses sous engagement. Concurrence parce que nous avons besoin de concurrence, justement, de compétition. Parce que ces modèles sont batteurs. Par exemple, un réseau de conducteurs de voitures de tourisme avec chauffeur comme Uber peut détruire un taxi, ou en tout cas le perturber. Ensuite, il faut repenser le système des médias. Il est évident que si nous voulons promouvoir systématiquement la télévision numérique de 3e, 4e, 5e génération, on risque de perdre si on ne suit pas. Pensons à Netflix, qui n'existe pas en Italie. L'argent ne peut pas être dépensé deux fois. Ensuite, il faut des processus plus suivre la réalité. Il faut la possibilité de se tromper et de corriger le tir pendant le parcours. Et nous avons besoin également de participation. Parce que les systèmes deviennent tellement complexes et interreliés entre eux que si nous ne parvenons pas à avoir une base commune numérique, donc c'est common data, si nous ne
parvenons pas à créer cette base, nous ne pourrons pas surmonter l'impasse institutionnelle, mais également économique dans laquelle nous nous trouvons. Et nous devrions essayer de promouvoir une innovation fondée sur la demande, car c'est probablement de cela que nous avons besoin. Le concept, pour moi, le plus important, comme je le disais, c'est ceci. L'Europe est coincée au milieu. Les Européens sont souvent à mi-parcours et ne parviennent pas à exprimer pleinement leur potentiel. Et ça, c'est peut-être le concept le plus fort du document que je vous ai montré auparavant. Nous avons la possibilité de créer un espace de données personnelles. Ça, nous l'avons compris. Si nous donnons la possibilité aux citoyens d'en disposer également au niveau économique, mais certainement pour préserver leurs droits et pour proposer un modèle de croissance durable qui ne soit pas seulement un ensemble d'algorithmes, mais qui mette également des éléments de qualité, eh bien, nous trouverons peut-être la voie qui nous caractérise au niveau mondial. L'Europe peut peut-être être l'endroit où ces concepts et ces solutions technologiques sont adoptés. En conclusion, je voudrais me concentrer sur 4 éléments de changement forts. Donc, les données modifient les technologies au niveau des logiciels et du matériel parce que nous devons nous mesurer à la complexité. Les données ont un impact fort sur les marchés. C'est probablement le seul moyen pour exploiter ces marchés, c'est les partenariats publics-privés. Parce qu'en fait, nous sommes fondamentalement un petit continent et nous devons parvenir à une échelle suffisante pour avoir un impact global. Ensuite, les données ont un impact sur la manière de faire la politique et sur la manière de concevoir la coexistence civile parce qu'elles permettent la transparence, le monitoring et de recréer de la confiance, fondamentalement. Avant, la confiance se fondait sur l'idéologie. Et puis, les données peuvent aussi avoir une grande valeur, mais seulement si on ne les considère pas comme une technologie, mais comme un moyen de relever les grands défis émergents, comme les inégalités, l'environnement, les politiques de marché du travail. Donc, il ne s'agit pas de créer une réalité parallèle, mais de modifier notre réalité en espérant que les données soient des outils pour rendre l'innovation plus démocratique et pour rénover la démocratie. Merci. Grazie, dottor Benussi. Merci, docteur Benussi. Je donne immédiatement la parole au deuxième orateur, Monsieur Chatterjee. Monsieur le Président et Madame la Présidente de la Chambre des députés, Président du Sénat aussi, je vous remercie de votre invitation à cette réunion. Je dois dire que tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent m'a beaucoup impressionné, notamment ce que je viens d'entendre de la bouche de Lorenzo Benussi. Le numérique aujourd'hui ne tient pas à ce qui va se passer aujourd'hui, demain ou dans 10 ans. Le numérique, c'est comment Alors, vous savez que je suis le président du Forum européen des jeunes innovateurs. Je représente donc une très vaste communauté de jeunes dans le monde. Nous travaillons très étroitement avec la Commission européenne, le Parlement, les États membres, pour exploiter un petit peu les idées au sujet de l'innovation et du numérique. Et souvent, la question que l'on pose, c'est de savoir pourquoi innover finalement. Lorenz a parlé de Uber et de ce que cela provoque en Italie, en Allemagne et dans d'autres pays. Mais la question est pourquoi innover? Alors j'aimerais vous donner quelques informations, quelques opinions que nous avons réunies et partagées aussi avec la Commission européenne. 45 experts ont été réunis par la Commission. Il y avait l'inventeur de Google et j'y étais aussi. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait cela? Pourquoi est-ce qu'on a réuni ce forum? Eh bien, je ne sais pas si vous connaissez le rapport sur les ressources biologiques qui est publié par le WWF,
qui est un document évolutif et qui dit que au cours des 40 dernières années, donc ce n'est pas des siècles, c'est 40 dernières années, la population a détruit 52% de toute la faune et de la flore du monde. Et cette destruction est si importante qu'on ne peut pas la changer. On ne peut pas revenir sur ce chiffre. On ne peut pas compenser. Donc on a mis en œuvre un processus qui est irréversible. Et pendant des millions d'années, on a laissé croître les choses et on les détruit en 40 ans. Donc, au cours des 30 dernières années, malgré des milliards d'euros dépensés par l'Union européenne et par les États membres individuellement, nous sommes encore très en retard par rapport aux États-Unis et Japon, et même ces deux pays ont accru l'écart d'innovation par rapport à l'Europe. Et la Corée du Sud, qui n'était même pas sur la carte il y a 10 ans, est passée numéro 3, tandis que l'Europe est numéro 4 pour l'innovation. La Corée du Sud, il y a 30 ans, avait le PIB du Ghana. Aujourd'hui, c'est l'innovateur numéro 1. Alors, c'est la même chose si on compare avec le rapport du WWF dont je vous parlais. Eh bien, si nous voulons perpétuer cette situation, nous n'allons pas progresser, nous allons même reculer. Alors, comment changer? Que faire face à ce concept? Quelles sont les méthodes à envisager? Certains États membres, certains experts de l'Union européenne disent ben oui, il y a des problèmes, enfin, essayez d'améliorer les choses petit à petit, progressivement. Apportons quelques petits changements, mettons quelques rustines ça et là à l'économie et on y arrivera. Eh bien, ce sont des sottises. Nous n'allons pas avancer si nous continuons à reconfigurer et à régler ce que nous avons fait jusqu'à présent. Il faut changer notre façon de voir les choses. Il faut être des perturbateurs. Et ce que fait le Forum et d'autres institutions, c'est donc, ça a été de lancer ce concept, cette vision qui est perturber l'Europe en 2015. Alors ce message nous dit que nous avons besoin d'un changement. C'est indispensable, pas seulement dans la façon dont nous opérons, mais dans la façon dont nous pensons à nos opérations, à notre business. Alors qu'essayons-nous de faire? D'abord, vous aurez remarqué qu'au cours des 30 dernières années, les deux principes auxquels nous sommes confrontés, c'est que premièrement, on n'aime pas les risques en tant que société, très réticents aux risques, donc les jeunes, les enfants reçoivent notre message, ne prenez pas de risques, ne faites rien de nouveau. Suivez la voie, suivez les sentiers battus, allez à l'université, devenez fonctionnaire, l'État vous soutiendra et la vie continuera. Bon, nous savons que ce n'est plus un modèle valable. En même temps, si vous voulez prendre des risques, si vous voulez penser un peu à l'avance, eh bien les institutions vont vous en empêcher. On parle de l'Espagne, de l'Italie, mais même de l'Allemagne. Si vous êtes jeune, vous voulez démarrer votre affaire numérique et vous échouez, c'est le cas de 90% de ces entreprises, non seulement on va vous mettre en faillite, mais en plus vous serez sur la liste noire des débiteurs. Vous ne pourrez plus acheter une voiture, une maison ou faire quoi que ce soit. Donc, votre avenir est bloqué. De toute manière, l'innovation est découragée. Voilà ce que nous disent nos institutions et nos banques. Et si nous sommes vraiment en dessous de l'indice d'innovation moyen, ce n'est pas, et il ne s'agit pas d'investir davantage. Ce n'est pas parce qu'on investit plus qu'on est plus novateur. Regardez tout ce que vous avez dans vos voitures. Combien de tout cela a été inventé en Europe? Votre téléphone vient de Corée du Sud, votre ordinateur a été inventé dans la Silicon Valley. Ce que vous utilisez tous les jours dans votre cuisine, ça vient des États-Unis, ou ça a été inventé là-bas, ou maintenant en Chine. Donc voilà. Nous sommes dans l'incapacité de voir, de faire face. Et nous n'allons pas changer cela. Il faut changer nos mentalités. Il faut être perturbateur par rapport au passé. Alors, comment nous y prendre? Alors, voilà la vision
de notre forum des jeunes inventaires européens. Alors, à l'horizon 2020, toujours dans la ligne de la perturbation, bien sûr. Nous avons lancé ça il y a 2 ans au Parlement européen et dans le cadre de la présidence italienne, nous sommes très honorés de le lancer aujourd'hui au Parlement italien. Alors, ce que nous voulons avoir, c'est 250 000 nouveaux emplois de start-up par an par rapport aux chiffres actuels de l'OCDE, et nous l'avons entendu ce matin. Bon, c'est très éloigné de la réalité aujourd'hui, 250 000. On est à 40 50 000 emplois. On aimerait avoir donc 10 000 nouvelles start-up par an. La statistique nous dit qu'actuellement, c'est 3 à 4 000. Donc, il faut augmenter de 3 à 4 fois. Et puis, les entreprises qui reçoivent des fonds d'amorçage. Bon, on ne peut pas se passer de fonds d'amorçage. Il faut être prêt à investir dans les gens et dans les nouvelles sociétés, les nouvelles entreprises. On ne peut pas leur dire, bah oui, prenez des risques, soyez novateurs, mais il n'y aura pas d'argent pour vous. Et qui doit investir? Est-ce que c'est le rôle de l'État? Bien non, c'est le rôle des marchés, c'est le rôle des investisseurs. Mais l'État, lui, a le devoir de créer un environnement porteur. On ne va pas investir dans une société, une start-up, s'il n'y a pas la possibilité de trouver des débouchés sur un marché. Donc, ce que vous voulez d'ici 2020, c'est pas seulement 2000 de start-up qui soient financées par des fonds d'amorçage de l'État, mais également, et vous savez qu'en Europe, il faut du temps pour avoir ces fonds d'amorçage. Entre le premier tour et le deuxième tour de fonds d'amorçage, il faut 18 mois. Or, la plupart des jeunes entreprises meurent au bout de 9 mois. Donc, elles n'arrivent même pas à la deuxième distribution d'investissement. Donc, il faut investir davantage. C'est pourquoi la plupart des entreprises européennes n'arrivent pas à l'échelle mondiale, parce qu'il n'y a pas assez d'investissement pour cela. Alors, nous avons lancé un instrument que nous appelons l'instrument SM et qui devrait justement aider un peu cette situation, mais ça n'est guère suffisant. Alors, je ne sais pas si vous pouvez nommer 3 start-up mondiales Internet qui couvrent l'Europe. Connaissez-vous des noms? Bon, ce n'est pas une session interactive, mais l'une c'est Skype, qui a 10 ans maintenant, et l'autre c'est Spotify. Et c'est tout, il y en a 2. Pourquoi? Alors qu'il y a tant de talents, d'instruction, de progrès. Pourquoi est-ce qu'en Europe, il y a, malgré tous les investissements, etc., on n'a pas 4, 5 entreprises qui sont au top des 10 premières entreprises mondiales? On aimerait avoir 2,5% du marché couvert par des emplois start-up. Pour l'instant, c'est 1,4. Et 9,5% du PIB européen qui soit représenté par des activités start-up. Bon, ce sont des chiffres ambitieux. L'Union européenne ne peut pas réaliser cela toute seule. Ce doit être un effort collectif des États membres et des citoyens. Alors, il faut ébranler l'Europe. Et il me reste un petit peu de temps, donc je vais passer aux moyens de réaliser cela. Vous avez le temps, vous avez le temps. Merci. Alors, comment allons-nous faire cela? Eh bien, nous allons encourager les jeunes à prendre des risques, les gens à prendre des risques. Ça, c'est fondamental. Si on n'a pas plus de personnes qui seront prêtes à échouer, alors nous n'aurons pas assez de succès. En Europe, nous considérons que l'échec doit être puni. Dans le reste du monde, c'est pas comme ça. L'échec est vu comme le signe qu'on peut aller au-delà et qu'on peut prendre des risques, qu'on peut essayer de sauter plus haut. Alors, ce n'est qu'en passant par l'échec que l'on peut réussir et prendre des risques. Ça, c'est la première chose. Mais il ne s'agit pas seulement de parler aux citoyens en leur disant « Allez-y, prenez des risques, échouez et vous réussirez ». Non, ça n'est pas suffisant. Il n'y a pas un cadre
pour soutenir cela. Or, le cadre, ce serait par exemple les modèles de rôle, c'est-à-dire des gens qui ont échoué et réussi, montrer, témoigner de la façon dont ils l'ont fait. On n'a pas de modèle précédent. Or, le rôle des modèles est très important, il est même crucial, ce qui appelle un changement de mentalité. Nous avons tendance à dire, nous ne voulons pas, ce que nous devons dire, c'est nous ne voulons pas qu'on nous enseigne les choses, nous voulons voir ce que les autres ont fait. Donc, évidemment, les carrières, longues carrières sont importantes. Mais si vous allez sur les sites web aujourd'hui et si vous cliquez sur « Vous êtes un entrepreneur, un innovateur », il n'y a pas de profil de l'emploi. Un entrepreneur, ce n'est pas un travail, ce n'est pas un emploi. Donc, il faut voir comment l'entrepreneuriat, l'innovation peuvent être intégrés dans le marché de l'emploi. Ça doit être aussi respecté que d'être un avocat, un médecin ou un politicien, si on peut dire que ces catégories sont respectées. Donc, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une activité subsidiaire, c'est quelque chose qui rentre dans le mainstream de la vie. Donc, il faut être capable de se considérer comme cela et de créer ses propres innovations et de dire aux gens, mais je suis un entrepreneur, c'est mon profil, c'est mon travail. En plus, troisièmement, il faut avoir un cadre pan-européen qui donne accès à la finance et au marché. Si vous êtes italien, essayez de vous faire financer une entreprise suédoise. Vous allez vous heurter à des problèmes innombrables. Il n'y a pas de marché unique européen pour l'accès aux finances. C'est pourquoi on peut réussir à Londres ou à Paris, mais ailleurs, non. Donc, pourquoi est-ce que les gens vont à Berlin, à Paris? Non, il faut qu'on puisse innover ici, chez nous, en Italie, en Grèce, ailleurs. Donc, il faut avoir l'accès aux finances pour les PME, pour les start-up, les grosses entreprises. Et je pourrais vous donner d'autres exemples. Mais enfin, pour conclure, quel est le message principal? L'Union européenne peut jouer un rôle. Et c'est ce qu'elle fait. La Commission a proposé une stratégie. Nous avons maintenant un vice-président pour le marché numérique unique, M. Hansen, qui prendra des mesures. Ensuite, il y a un rôle pour le secteur privé aussi, les banques, les institutions financières, les entreprises, pour soutenir l'innovation. Il y a également un rôle pour les membres, pour promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation. Et je sais qu'en Italie, on essaye de faire quelque chose. Startup Italia. Bon, les Italiens ne voient peut-être pas les startups comme des priorités, mais moi, je pense que ce serait une priorité. Tous ceux qui quittent l'Italie, eh bien, Startup Italia pourrait leur apporter une réponse, mais ça ne fonctionne pas aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de financement derrière. C'est à chacun d'entre nous, pas seulement dans les postes que nous occupons, dans le cadre gouvernemental ou dans le cadre des institutions à but non lucratif. Non, c'est à nous aussi en tant qu'individus d'embrasser le concept de l'innovation et d'accepter l'échec si c'est un tremplin pour le succès. Voilà ce que l'on doit faire. Il faut que nous voulions que les choses changent. Et je terminerai sur une note positive. Tommaso de Lampedusa, dans le Gattopardo, a écrit ceci. Si vous voulez vous assurer que les choses restent comme elles sont, il faudra faire bouger les choses. Eh bien, c'est la même chose pour nous. Grazie ai due relatori, mi sembra che siamo in presenza. Merci de vos deux présentations qui vraiment se complètent très bien. Je ne peux qu'ajouter que je comprends bien votre raisonnement sur l'échec, car si on ne prend pas de risque, eh bien, la capacité d'innovation devient plus faible. On en a connu des échecs avec cette crise, et les échecs, les faillites ont transféré aux banques des difficultés de crédit et n'ont pas alimenté la possibilité de donner de l'argent aux startups et aux entreprises. Et donc,
pense qu'il faut mettre ces paroles qui, au demeurant, sont très justes, en corrélation avec notre réalité, celle que nous vivons depuis des années. Nous avons 4 personnes inscrites. Je vais leur donner 5 minutes chacune. Nous avons pour commencer Marcella Kennedy, Irlande. Acceso il microfono? Est-ce que le micro est branché? Thank you. I suppose Merci. Je voudrais établir un lien entre cette session et la précédente dans ma contribution. Mais en Irlande, nous vivons un déficit de compétences. Nous avons beaucoup de compagnies, d'entreprises innovantes en Irlande, mais nous ne parvenons pas à fournir des jeunes formés et qualifiés pour occuper ces emplois. Et donc, nous avons été très heureux lorsqu'il y a eu la grande coalition pour les emplois numériques de la Commission européenne, qui a été lancée par notre ministre Bruton lorsqu'il était président du Conseil en mars 2013. Et nous voulons favoriser la collaboration entre les entreprises et les instituts de formation pour essayer de recycler les personnes au chômage, notamment. Et la Commission européenne a lancé un appel à proposition pour des emplois dans le domaine de la croissance en mettant l'accent sur les TIC. Nous avions également des fonds d'une organisation Fast Track et que l'on connaît également comme FIT. C'est une initiative qui part de l'entreprise et qui essaye de créer un parcours rapide pour former aux nouvelles technologies ceux qui sont à risque de chômage à long terme. Il s'agit d'une collaboration avec l'industrie pour faire se développer les connaissances. Et il s'agit de rassembler les industries et les instituts de formation. Ça a été créé à Dublin en 1999 et plus de 150 étudiants participent à ces cours par an. Nous voulons donc avoir une formation pour l'emploi et trouver un modèle ainsi de formation. C'est une formation qui est axée sur le secteur privé, mais c'est l'État qui assure la formation. L'objectif est qu'en collaboration avec d'autres pays européens, Grèce, Espagne, Lettonie et Lituanie, l'intention est d'assurer l'avenir de 12 000 demandeurs d'emploi marginalisés d'ici 2016, ce qui est difficile mais possible. On veut mettre l'accent sur les soft skills, la formation et le placement pour trouver un emploi. Nous avons fait une étude pilote dans d'autres pays et nous pensons que ce programme pourrait être diffusé également dans d'autres pays et dans l'Union européenne dans son ensemble. Je pensais qu'il était utile de partager cela avec vous parce que nous avons des difficultés nous-mêmes, nous avons des problèmes pour trouver des personnes, mais si on a des jeunes formés, si on les encourage à devenir entrepreneurs, il faut faire en sorte ensuite de pouvoir leur fournir les infrastructures et les compétences. Merci. Grazie, collega Kennedy. Merci, Madame Kennedy. Je donne la parole à notre collègue Yanis Vukans de la Lettonie. Thank you, Honorable Chair. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je vais parler cette fois-ci pas seulement comme président de la commission éducation, sciences et culture du Parlement de Lettonie, mais également comme vice-président de l'Assemblée baltique, qui est une organisation interparlementaire qui comprend la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, et qui a été établie en 1991, juste après l'accès de nos pays à l'indépendance. Au cours des dernières années, la question des opportunités numériques a toujours été à l'ordre du jour de nos assemblées.
Et comme parlementaires des 3 pays de la Baltique, nous essayons de nous concentrer sur les opportunités qui peuvent découler de la coopération entre les pays dans le domaine de la numérisation, dans tous les domaines de la vie de tous les jours, des entreprises, de la société civile et des gouvernements. Donc, ce problème a également été abordé il y a 3 semaines à Tallinn, capitale de l'Estonie. Alors tout d'abord, j'aimerais dire que les États de la Baltique ont une coopération très les interconnexions et la bande large. Il y a des points de connexion, des centres de connexion opérés par des prestataires de services du secteur privé. Et l'année dernière, grâce à la coordination entre l'Assemblée et le Conseil des ministres des pays de la Baltique, on a réalisé des progrès importants dans la signature électronique et sa reconnaissance. C'est un aspect très important pour développer le marché numérique des pays de la Baltique, qui est très important du point de vue administratif et économique, pas seulement pour les citoyens, mais aussi et surtout pour les entrepreneurs. Au 1er décembre de cette année, il y aura en Lettonie un nouveau format de signature électronique pour remplacer le doc précédent, pour harmoniser les formats de signature électronique dans les 3 États de la Baltique. Et c'est une démarche nécessaire pour pouvoir utiliser donc un format qui soit le même dans les 3 pays. J'espère qu'à l'avenir, cette signature harmonisée gagnera d'autres pays. Les pays de la Baltique jouent un rôle de chef de file au sein de l'Union européenne pour introduire des cartes d'identité sécurisées et numérisées. Et dans le cadre des activités qui sont financées en partie par des fonds structurels européens, nous essayons de trouver une solution à moyen terme pour signer les documents électroniques lorsque les signataires du même document, par exemple un accord, se trouvent dans des États différents de la Baltique et utilisent leur propre signature numérique selon le format national. On l'a d'ailleurs utilisé une fois cette année. Alors, la tâche à long terme, c'est de créer des formats qui soient reconnus par tous en matière de signature électronique, qui pourraient être mis à la disposition de tous les citoyens des pays concernés. Alors, ça permettrait de formater les documents électroniques européens de la même façon dans les 3 États de la Baltique, selon et conformément aux réglementations européennes en matière d'identification, de sûreté, etc. En octobre 2013, la Lettonie a accepté de planifier un document stratégique, a approuvé un document sur les principes concernant l'introduction de la société de l'information 2014-2020. Et l'une des principales thèses de ce document, c'est l'introduction de systèmes de e-gouvernement en Lettonie. Alors bien sûr, ces systèmes fonctionnent déjà localement dans certains ministères, certains pouvoirs publics locaux, etc. Mais là, nous voudrions avoir un système national harmonisé. Merci. Grazie. Merci. Merci pour cette intervention, une intervention coordonnée entre les différents parlements. Je donne maintenant la parole à Vincenza Brunobos de la Chambre des députés. Merci. Je remercie les conférenciers et le président pour ce moment de débat. Nous avons dit que l'agenda numérique européen prévoit d'ici 2020 pour les pays de l'Union une couverture à large bande de 20 MB. Aujourd'hui, en Italie, 80% des citoyens
à entre 2 et 10 mégabytes, alors que la moyenne en Europe est de 45%. Donc, nous avons une rapidité faible, mais nous avons peu d'investissements dans les fibres. Donc, il y a certainement une possibilité d'amélioration d'utilisation des technologies mobiles et notamment du Wi-Fi. Il y a donc peu de citoyens connectés à Internet, donc les belles images des rapporteurs se compliquent dans la situation de notre pays à cause de la mauvaise qualité et du développement insuffisant des infrastructures. Mais je pense qu'avant de changer les investissements, il faut changer l'organisation et les modèles de la culture numérique. En Italie, on n'a pas suffisamment d'infrastructures, mais il y a beaucoup d'investissements qui ne sont pas coordonnés entre eux. De ce point de vue, une initiative importante me semble celle du gouvernement, ainsi que du plan de croissance numérique, c'est l'idée de réorganiser les investissements sur la large bande grâce à une subdivision en pôles, en clusters. Mais je pense qu'il faudrait surtout affirmer ce principe de la priorité numérique ou passer de l'analogique papier au numérique avec une date comme celle qu'on avait définie pour le passage au numérique terrestre, en pénalisant progressivement l'utilisation du papier. Cela permettrait une réforme de l'administration publique qui soit une véritable débureaucratisation grâce à l'utilisation du numérique. Comme cela, le travail pourrait être utilisé par processus, par analogie avec le modèle de partage ou le modèle collaboratif. Et puis, autre chose prévue dans le plan de développement numérique, la possibilité pour les citoyens d'avoir une seule identité numérique qui serait réorganisée grâce à l'interopérabilité. Je pense que cela démontre que la question des investissements est importante, mais juste à un certain point. Ce qu'il faut, c'est changer les mentalités et cela permet également de changer les modèles de business des entreprises. Et fondamentalement, on peut ainsi, grâce à une compétitivité différente, ce qu'un des rapporteurs appelait déréglementation, on peut mettre en œuvre des mesures différentes. Et le président l'a dit dans son introduction. Il faut une nouvelle organisation normative des droits. Et à ce sujet, je pense qu'il faudra également, dans les différents pays, passer à une organisation d'un projet de loi pour la croissance numérique qui prévoit simultanément les investissements et la coordination pour les réseaux, mais également une impulsion pour ce passage total au numérique. Merci. Grazie Enza. Merci Ensa. Je donne la parole à Monsieur Vincent van Quinqueborn du Parlement belge. J'aimerais, en tant que président de la Commission des affaires sociales du Parlement belge, faire une des raisons pour lesquelles il y a si peu de sociétés technologiques et sociétés qui ébranlent l'Europe, c'est un peu l'attitude des politiciens. Je vais vous donner 3 exemples. D'abord, je ne connais aucune ville en Europe qui, à l'heure actuelle, accueille Uber. La société Uber vient en Europe et tous les pays, toutes les villes essayent donc de les chasser du pays. Et c'est tellement impensable et remarquable parce que les politiciens défendent les intérêts de partis, du secteur hôtelier, du secteur des taxis. Et lorsqu'on en vient à des entreprises start-up comme celle-là, elles ne sont pas chez elles. Moi, ça me déçoit beaucoup. Comment voulez-vous que l'on motive les jeunes à investir dans des start-up lorsque ils se heurtent à cette attitude des politiciens, de la majorité des politiciens en plus?
Deuxième exemple, la façon dont l'Allemagne regarde Google. À l'heure actuelle, il y a une Google-phobie. Le ministre de l'économie de l'Allemagne a demandé à ce que l'on démantèle Google, la société qui est utilisée par des millions d'Européens. Il n'y a pas de moteur de recherche en Europe. Google est américain. Et il faut bien sûr respecter les règles de protection de la vie privée, les règles de concurrence. Mais si c'est l'attitude des pays vis-à-vis de certaines sociétés numériques, ne soyons pas étonnés que les jeunes ne soient pas prêts à investir en Europe. Troisième exemple dans mon pays cette fois. Notre compagnie postale a refusé de livrer des biens Internet le dimanche parce que nos syndicats étaient contre, parce que dimanche est un jour sacré. Et puis les Hollandais sont arrivés avec une société qui s'appelait Coolblue et qui a dit, eh bien, on va vous livrer quand vous voulez. Vous les achetez le samedi, vous les aurez chez vous le dimanche. Il a bien fallu qu'on s'adapte, nous. Mais si les gens veulent aller dans les magasins en Europe, eh bien, il faut qu'ils viennent à Rome, dans le centre de Rome. Mais je peux vous dire que dans les autres pays, à part les États-Unis et le Royaume-Uni, on ne peut pas faire de shopping le dimanche. Pourquoi? Parce qu'on veut défendre les intérêts de partie des petits magasins. Alors, c'est ça le problème de l'Europe. Est-ce qu'on est prêt à s'adapter? Est-ce qu'on est disposé à s'adapter? Parce que si nous ne le voulons pas, on nous adaptera. Donc, au lieu de mettre le carcan à ces entreprises, il vaudrait mieux lever les barrières qui font qu'on ne peut pas avoir un marché unique des services numériques. Si nous voulons que les jeunes, les entrepreneurs réussissent en Europe, eh bien, il faut faire en sorte qu'ils puissent défendre leurs intérêts, au lieu de défendre les intérêts des vieilles écoles, des monopoles, de ceux qui ne veulent pas le changement. Donc la seule question que je pose est la suivante, Monsieur le Président. Et c'est une question que je nous pose à tous d'ailleurs. Comment expliquez-vous les attitudes de la grande majorité des politiciens à l'égard de ce problème? Bene, grazie. Bien, merci. Je donne la parole à notre collègue Päivi Lipponen de Finlande. Merci. J'ai beaucoup apprécié les interventions. J'ai dit auparavant que nous devons innover et créer à nouveau de l'emploi en Europe, parce que cette technologie changera les marchés et beaucoup d'autres choses très rapidement. Nous avons également besoin de nouveaux systèmes de formation en Europe pour que les jeunes aient les connaissances et les compétences nécessaires pour créer de l'emploi et gérer cette technologie. Mais je suis heureuse de vous dire qu'en Finlande, nous avons créé un nouveau modèle d'université. J'espère que vous le connaissez. Par exemple, les étudiants qui développent des startups ont ce qu'on appelle un Sona Startup. Et on a une grande manifestation, un grand événement en Finlande. Et on a eu 200 conférenciers, 13 000 participants de 39 pays, 400 investisseurs et plus de 200 millions de capitaux à risque pour les startups. Et vraiment, je me suis rendu compte que quelque chose d'important était en train de se passer, que la culture change. Parce que les jeunes étaient fiers, enthousiastes, ils avaient le sentiment de créer quelque chose de nouveau. Ce sont des jeunes qui veulent être entrepreneurs. Et j'espère que M. Benussi, M. Chatterjee se rendront l'an prochain à Helsinki dans cette université. Et vous aurez plus d'informations si vous le souhaitez sur la page Internet. Ce que je voudrais dire, c'est que je suis vraiment préoccupée par la légitimation politique en Europe. Parce que les gens ne sont plus intéressés par des élections auxquelles ils doivent participer tous les 4 ans. Et dans notre commission pour l'avenir au Parlement finlandais, nous avons essayé de voir comment on pourrait mieux ouvrir
le crowdsourcing, le financement participatif qui permettrait d'offrir de meilleurs services à la population et comment les gens pourraient mieux participer à la prise de décision. On parle en Finlande d'ancienne et de nouvelle démocratie. Bien sûr, il faut l'ancienne démocratie, la démocratie parlementaire, mais il est important d'ouvrir des plateformes sur Internet où les gens puissent faire part de leurs idées et de leurs suggestions aux fonctionnaires et aux politiques. Les gens doivent avoir le sentiment d'être entendus et d'avoir une influence sur les politiques. Il faut donc une aide pour créer une meilleure démocratie. Mais nous devons être très ouverts. J'espère vraiment que vous aurez l'occasion de venir en Finlande et il y a beaucoup d'informations sur notre page Internet. Donc, Comité pour l'avenir en Finlande. Merci. Grazie. Allora, Merci. Je donne la parole à notre collègue Diego De Laurentiis. Grazie Presidente. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mes collègues de m'avoir donné la possibilité de participer à cette initiative qui est certainement très intéressante. Et celui de cette session en particulier est suggestif, comme l'ont rappelé mes préopinants, parce que dès le début, on lit le numérique et les possibilités, les nouvelles possibilités. Souvent, on associe le numérique et Internet aux risques liés à l'utilisation d'un instrument. En Italie, les titres des journaux mettent en relation Internet en insistant sur le fait que telle fraude ou tel délit a été commis à travers la toile. Et ici, au Parlement, on a entendu de nombreuses propositions qui visaient à limiter ces instruments et leur donner une acception négative. Aujourd'hui, cependant, nous parlons d'opportunités. Nous essayons d'avoir une vision positive, ce qui parfois est difficile pour nos parlementaires. Nous avons entendu de données intéressantes sur le fait que l'économie numérique liée au développement de la toile et des nouvelles technologies est profondément importante pour relancer nos pays. Et il y a même des études, des économistes, par exemple Jeremy Rifkin, qui récemment, dans un livre, a prévu qu'au cours des 50 prochaines années, le changement de paradigme de l'économie sera si radical qu'on assistera à un passage ou une transition si importante que le système capitaliste pourrait disparaître au profit d'un système hybride où la collaboration jouera un rôle prédominant. Bon, ce sont des perspectives fascinantes qui doivent nous induire à réfléchir à ces thèmes. Alors, de mon point de vue, je peux certainement témoigner du fait que la politique, dans son acception la plus noble et la plus vaste, doit jouer un rôle. Parce que lorsque l'on parle d'économie du partage, eh bien, aujourd'hui, on ne pense pas tellement à l'utilisation commune de biens que nos aïeux pratiquaient plus que nous, mais à des services comme Airbnb qui offrent des services partagés. Alors, bien sûr, ces services sont gérés centralement, ils appartiennent à des multinationales du numérique et mes collègues en ont déjà parlé. Ils sont destinés à une cible qui est déjà habituée au numérique et qui fait partie de groupes assez nantis. Alors, pour ce qui est de la bande large, il faut vraiment en élargir l'utilisation et l'introduction. Mais ces trois aspects déterminent en moi un doute que le système capitaliste puisse être
vraiment être dépassée par l'économie du partage. Donc, comme on l'a dit, quel doit être le rôle de la politique par rapport à ces phénomènes? Eh bien, j'aimerais faire un certain nombre de considérations. D'abord, il faut combler le fossé numérique infrastructurel. Comme groupe politique, nous avons déjà présenté un certain nombre d'initiatives. Et puis, la politique doit intervenir sur l'éducation numérique de façon inclusive, donc en rendant plus sociales toutes les compétences numériques. Pour cela, il faut du temps, des efforts, des ressources économiques. Malheureusement, le gouvernement italien, c'est un constat, ce n'est pas du tout une critique, a fait beaucoup d'effets d'annonce, mais a très peu investi finalement dans la bande large, la numérisation et l'éducation informatique. Et c'est très indicatif de ce que pourraient être donc des intentions qui permettraient de développer ce type. Donc on donne beaucoup d'indications sur la volonté de développer ce type d'activité, mais notre pays préfère encore miser sur des secteurs qui sont... je parle des ressources fossiles, des grandes œuvres infrastructurelles, ponts et chaussées, etc. Et il faut dire que nous assistons aussi à un chamboulement normatif. Donc il se crée des précédents législatifs et il y a des épisodes tels que celui du commissaire Juncker qui ne laisse de nous préoccuper. En tout cas, ça ne doit pas être une limite pour nous, mais au contraire, une occasion pour aiguillonner la société et surtout ses représentants à un changement. Merci. Allora, io allo stato non ho altri. Merci. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres demandes d'intervention. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je passerai à la réplique des deux conférenciers. Monsieur Benoussi, tout d'abord. Oui. Alors, je vais passer en revue vos suggestions et les aborder. Je vous remercie parce que je pense que votre intervention a vraiment mis le doigt sur certains des problèmes principaux que nous avons à la fois en Italie et en Europe. Tout d'abord, des programmes comme Fast Track ou Sona Startup, eh bien, ce sont des programmes intéressants, véritablement intéressants. Ce qu'il faut pour promouvoir la croissance de l'économie numérique, c'est l'esprit d'entreprise. Les technologies numériques donc ont besoin de cela. Et la théorie économique des 15 et 20 dernières années n'est pas quelque chose de nouveau. Nous savons très bien que les technologies numériques ont aidé à pouvoir se passer d'intermédiaires pour les entreprises. C'est un pouvoir énorme et l'économie du partage n'est en fait que le dernier aspect de cette tendance. Donc, nous pouvons enseigner aux jeunes générations, mais également aux moins jeunes, que cette possibilité existe. Ils peuvent se passer des intermédiaires dans la chaîne de valeur, même s'ils produisent des pizzas. Ce n'est pas seulement lié aux produits de haute technologie. Ensuite, on nous a parlé des pays baltes qui fournissent un excellent exemple à suivre. Je travaille dans les processus de signature électronique. C'est assez compliqué dans notre pays, mais je pense que dire le numérique d'abord, c'est important. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de processus. Nous devons changer les processus et puis nous pourrons dépenser l'argent. Nous ne pouvons pas dépenser l'argent, commencer à dépenser l'argent sans montrer d'abord aux gens ce qui va changer. Sinon, nous
C'est typique de l'Italie dans ce genre de processus. On commence à créer de grands systèmes, mais on ne tient pas compte des interfaces et des utilisateurs. Donc on dépense 20 millions d'euros pour reconstruire, par exemple, un système pour les taxis ou un autre système central. Et en fin de compte, on n'a rien parce que les technologies évoluent, deviennent caduques et les citoyens n'en voient pas les avantages. Il y a le problème du fossé technologique, du fossé numérique, de la bande large et des investissements dans ce domaine. C'est au cœur de notre sujet. Je pense que le fossé numérique n'existe pas. Nous devons commencer à penser qu'il n'existe pas. Moi, je prends le bus tous les jours. Et c'est étonnant de voir des dames âgées avec des smartphones. Et il y a des femmes de 50, 55 ans avec leurs iPhones ou avec qui sont sur Facebook ou qui regardent la météo. Et elles savent comment l'utiliser. On Facebook and how to write and comment the picture of the. Donc, elles sont sur Facebook dans le bus et commentent les photos de leur neveu ou de leur petit-fils. Donc, nous ne devons pas trop nous concentrer sur le fossé numérique. Oui, il existe, mais c'est plus culturel que technologique. Et puis, il y a toujours l'interface qu'on propose aux clients ou aux utilisateurs. Si votre interface est complexe et ennuyeuse, ou si le processus numérique est moins bon que le processus physique, personne ne l'utilisera. Bon, la large bande, cette histoire de 100 mégabytes, c'est un mythe, on n'en a pas besoin, on a besoin de 30 mégabytes. Le problème, c'est qu'on en a 6. Et le problème réel, c'est que nous sommes restés à 6 et ça fait 10 ans qu'on est à 6 mégabytes. On n'améliore pas la capacité du réseau. Nous devons utiliser les technologies sans fil, les technologies mobiles, pas seulement penser en termes de large bande, mais à nouveau, le problème n'est pas l'argent, mais les services. Nous devons offrir des services sur ces câbles. On pense à la connectivité comme manière de transporter l'information. Mais c'est également une manière de gérer l'énergie, de gérer les transports, de gérer les villes. Autre point, et puis je pourrais conclure, l'autre point réellement important, c'est l'attitude des politiques. Je suis tout à fait d'accord sur ce que vous avez dit et je suis effrayée par cette Google-phobie. Dans le passé, nous avions un homme politique très connu dont les points de vue économiques étaient que nous pouvions être autonomes au niveau économique, que nous étions capables de tout produire. Et bon, malheureusement, on a eu ces idées-là en Italie, en Allemagne. Bon, évidemment, je pensais à Benito Mussolini et bon, vous connaissez la fin de l'histoire, elle a été épouvantable. Nous ne pouvons pas être isolés. Nous vivons dans un monde où les plateformes sont déjà là et la Commission européenne essaye de Google, mais ça fait 15 ans qu'ils essayent et rien ne s'est passé. Et beaucoup d'argent a été englouti et gaspillé dans ce projet. Bon, par exemple, TripAdvisor joue un rôle très important dans les choix des gens qui viennent en Italie. Alors certainement, des choses peuvent être améliorées. Italie ne devrait pas fermer TripAdvisor, mais fournir des contenus concernant l'Italie. Votre contribution à cette bataille peut être de changer un petit peu l'attitude des hommes politiques. Merci.
Okay, so a couple of comments. I think I'll start with Alors, je vais commencer par la question de M. Van Kickenborn. Et nous sommes heureux de vous revoir ici à cette réunion puisque nous avons commencé au Parlement européen il y a 4 ans. Les commentaires de la Finlande sont très corrects. Où est l'énergie, l'investissement et les idées? D'où viennent-ils? Voilà, c'est ça la question. Est-ce que ça va venir de l'étranger? Est-ce que ça va venir des livres? Est-ce que ça va venir de quelques créatures mythiques? Non, ça vient des jeunes Européens, ça doit venir d'eux. Donc si vous prenez cela comme hypothèse initiale, alors que devriez-vous faire dans votre position en tant que politicien pour faire en sorte qu'il y ait davantage d'idées, davantage d'investissements, davantage de disponibilité? Donc si vous dites, comment faire en sorte qui est là depuis 100 ans vive encore pendant 100 ans, ben, ce n'est pas la bonne question. Si cette société réussissait tant, était une telle ressource, alors pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation horrible? Donc il faut se concentrer d'où viendront les réponses et essayer de leur donner les moyens d'apporter ces réponses. Un programme comme Slash que je connais bien d'ailleurs, et d'ailleurs on va essayer d'avoir une réunion, un de mes collègues vous contactera. Quelqu'un de Slash a essayé de me contacter d'ailleurs, pas plus tard qu'hier. Mais en tout cas, c'est très bien Slash, mais il y en a trop peu. Nos collègues de la Pologne, ils ont un excellent système. En Lettonie aussi, c'est pareil. Excellent système. Pourquoi pas davantage de flash et fast track en Europe? On essaye de travailler maintenant avec le gouvernement de la Slovaquie et je vois que les nouveaux États membres peuvent et doivent se concentrer et investir là-dedans. C'est là qu'il faut se concentrer. Vous avez beaucoup de jeunes talents, de jeunes qui sont prêts à prendre des mesures. Donc si vous pouvez créer un écosystème pour eux, alors vous allez transformer les économies beaucoup plus vite. Les outils sont là, les données open source sont là, il y a tout. Ce qui manque, c'est la volonté des gouvernements d'en faire une priorité de leur politique. Les États membres doivent vraiment donner une impulsion. Ensuite, la question sur la bande large. Lorsqu'on en parle en Italie, j'ai un ami, Andrea, qui est chef du service des politiques informatiques européennes, et on pensait en Italie que les montagnes bloquaient la bande passante et que donc on ne pouvait pas l'installer. Mais le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu de politique en faveur de la bande large. On a l'impression qu'on va changer quelque chose de trop fondamental si on introduit ça. C'est comme une hydre, une créature mythique qu'il faut tuer. Alors concentre-nous sur les bons problèmes. Avoir plus de réseaux, aider les gens à s'aider eux-mêmes, compter moins sur l'État peut-être. C'est ça l'orientation à prendre. Merci. Bene, io ringrazio anche. Je vous remercie. Je vous remercie tous. Je crois que cette situation a été vraiment profitable et intéressante. J'ajouterai 2 choses, simplement, qui sont le fruit de ma réflexion. Nous avons en effet touché un certain nombre de nœuds très délicats qui touchent à l'idéologie, à la politique, etc. Alors j'aimerais ancrer plus fermement nos pieds dans le sol. Moi, je comprends ce que vous dites sur Uber et la concurrence, pardon. Mais en Europe, nous n'avons même pas de concurrence sur le transport des personnes. Il y a des pays où on ne peut pas avoir d'autres vecteurs. Donc, je comprends bien votre raisonnement qui touche au problème de concurrence. Mais je peux vous dire que ça fait partie d'un problème plus général qui concerne la façon dont le marché unique européen se construit. On parle de transport et innovation. Je pourrais ajouter que, par exemple, dans le secteur qui m'intéresse, l'énergie, eh bien, il n'y a pas de marché unique en Europe, surtout pour les sources d'énergie renouvelables.
Donc si on pose le problème de cette façon-là, on peut dire que nous sommes tous en retard sur tous les fronts, dans tous les secteurs, de ce point de vue-là. Et puis, il y a une deuxième observation. Je comprends le raisonnement qui avance que nous devons faire attention au rôle de l'État par rapport à la capacité d'innovation. Moi-même, je suis un admirateur fervent de ce qu'a fait Google, Apple, etc. Mais je vous prie de réfléchir au fait que l'histoire n'est pas toujours aussi directe qu'on le voudrait ou qu'on pourrait le croire. Ces grandes plateformes qui sont des géants économiques, des prestataires de services géants, sont également des centres de pouvoir exceptionnels. Ne pensez pas que dans le monde d'aujourd'hui, à cause d'autres idéologies intérêts d'État, eh bien, on ne puisse pas mettre en œuvre des plateformes à caractère différent de celles qui aujourd'hui dominent le monde de l'informatique et d'Internet. Donc, aujourd'hui, bien sûr, on réglemente Google. Vous voyez la Chine. Mais peut-être que demain, nous pourrions avoir une plateforme chinoise concurrente de celle-là. Alors oui, bien sûr, quel serait le rôle de l'Europe dans ce cas-là? Parce que votre discussion sur la question des réservations d'hôtels, etc., ben là aussi, il faut respecter la possibilité d'avoir une concurrence. Il ne faut pas avoir une seule source ou empêcher à d'autres de naître. Et il ne serait pas mal non plus que il y en ait plusieurs des plateformes. Nous avons perdu à cause des marchés, mais je voudrais qu'on réfléchisse également au fait que dans le rôle, les intérêts des marchés, dans les règles de liberté de marché, eh bien, le panorama sera peut-être un petit peu plus compliqué que ce que nous disons ici. C'est simplement un point de réflexion. Parce que le monde de demain sera peut-être un petit peu plus compliqué que celui d'aujourd'hui. Regardez ce qui se passe à nos frontières moyen-orientales. Nous sommes parfois un peu trop optimistes en Europe. Bon, je vous remercie. Nous nous retrouvons pour le déjeuner à 19h45, l'apéritif ici même, et demain à 9h ponctuellement. Merci. Sotto nell'aula? Sì, sì, nel ristorante dei deputati. Sì, nel ristorante dei deputati al piano aula. Andiamo. Au restaurant des députés, tout d'abord, et puis nous allons tous dîner.